On va pouvoir commencer, histoire de tenir le timing et surtout qu'il y a un temps d'échange questions-réponses à la fin. Et c'est quand même la priorité, c'est de pouvoir échanger avec vous. Bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être présents en salle Amérique. Voilà, vous allez l'avoir toute la journée dans la tête. Donc je me présente, je m'appelle Eric Gras. En anglais, on appelle ça un Head of Talent Intelligence. C'est un peu pompeux. En d'autres termes, je suis spécialiste du marché de l'emploi pour Indeed en France. Ça fait 20 et quelques années que je travaille dans le monde des ressources humaines. Donc je connais un peu le sujet. J'ai vu surtout énormément de changements en une vingtaine d'années. Et surtout depuis le Covid, il y a énormément de choses qui ont changé. Donc l'objectif de cette présentation, de cette intervention, c'est de vous éclairer un peu sur ce qu'est le marché de l'emploi aujourd'hui, sur ce que sont les attentes des candidats et sur ce qui fonctionne, que ce soit avec Indeed ou avec d'autres, on n'est pas sectaire chez nous, pour vous aider à trouver les meilleurs talents. Petit sondage à main levée rapidement ici, qui est recruteur toute ou une partie de son temps? Ok. Qui est candidat? Personne. Ça va peut-être venir, parce qu'on est tous des candidats potentiels. Une rapide présentation de ce qu'est Indeed. Donc Indeed, c'est la première plateforme d'emploi en France et dans le monde. Une petite différence avec les job boards, les sites d'emploi classiques tels qu'on les connaît, c'est qu'Indeed aspire, on est ce qu'on appelle à la base un agrégateur, gratuitement toutes les offres d'emploi. Donc c'est-à-dire que si vous êtes une entreprise et que vous avez un site carrière, vos offres d'emploi sont déjà d'office sur Indeed, sans avoir à payer. C'est magique. L'objectif était assez simple à la naissance d'Indeed, c'est que le candidat, avant qu'Indeed existe, allait sur 6 à 8 job boards différents pour ne voir que 30% des offres du marché. C'est normal, c'est-à-dire que sur les job boards, on ne paye que pour les offres difficiles à pourvoir, donc il y a plein d'offres d'emploi qui n'existaient pas, qui n'étaient pas visibles. D'où l'intérêt de créer comme ça un métamoteur de recherche, et c'est ce qui fait qu'on a le plus gros trafic dans le monde, donc on a 300 millions de visiteurs uniques chaque mois dans le monde. On est présent dans plus de 60 pays, dans 28 langues. Et en France, donc, c'est 6 millions de visiteurs uniques. C'est le premier site d'emploi en France depuis 4 ans. On agrège et on dédoublonne les offres d'emploi pour que le candidat ne voit pas 2, 3, 4 fois la même offre. Ce qui se passe quand on va sur le site de Pôle emploi, par exemple, ou sur plein d'autres sites. Donc il y a à peu près 1 million d'offres d'emploi en ce moment sur Indeed, qualifiées dédoublonnées. Dans notre CVTech, on a plus de 9 millions de CV, ce qui en fait la première CVTech de France aussi, parce que parfois les candidats, il faut aller les chasser, les approcher, j'en reparlerai tout à l'heure. Et il y a aussi tout ce qui concerne la marque employeur, j'en reparlerai, sur Indeed et sur Glassdoor, qui est de plus en plus prégnant aujourd'hui dans la tête des candidats, c'est-à-dire qu'on se renseigne avant de choisir une entreprise, comme on se renseigne avant de choisir un voyage, comme on se renseigne avant de choisir une voiture. C'est exactement le même réflexe. Et donc les pages entreprises, que l'année dernière, ont généré 53 millions de visites et plus de 8 millions de notes et avis. Donc voilà comment se situe Indeed, juste derrière Pôle emploi. Donc Pôle emploi qui est un partenaire, on reprend une partie de leurs offres et ils reprennent une partie de nos offres. La différence, c'est que Pôle emploi, une partie du trafic de Pôle emploi est liée à une forme d'obligation, parce que quand vous êtes au chômage, vous avez l'obligation au moins une fois par mois de vous actualiser sur Pôle emploi. Donc mécaniquement, ça fausse un peu ces chiffres. Donc tout ça pour dire que nos concurrents sont derrière. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément mauvais, c'est juste pour dire que le business model est différent, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Un petit focus sur l'état des lieux du marché. Alors vous inquiétez pas, il y a plein de graphiques, mais je vais vous les raconter. Le taux de chômage est au plus bas depuis 2008. Donc c'est une bonne nouvelle en soi. Et on voit qu'aujourd'hui, on a certaines tensions avec un taux de chômage qui est quand même, pour remettre les choses en perspective, 2 fois plus élevé que tous nos voisins du nord et du centre de l'Europe. Donc on peut dire c'est génial, on a un taux de chômage qui est record, etc. Ça reste un taux de chômage qui n'est pas bon. Et vous allez voir pourquoi. Il y a plein de biais et plein de publics aujourd'hui encore discriminés en France pour lesquels c'est difficile de trouver un job. Toujours est-il qu'en ayant un taux de chômage au plus faible depuis 2008, on a quasiment une situation de plein emploi. Le plein emploi, c'est plutôt 3,5-4% de taux de chômage. D'accord ? Et on est à plus de 7%. Donc il faut avoir cette réalité. On parle aujourd'hui dans les prévisions d'une légère remontée du taux de chômage dans les mois qui vont venir. Ça ne va pas atténuer cette difficulté à recruter. Indicateur de tension sur les offres d'emploi. Donc là, vous avez sur les principaux secteurs d'activité le nombre d'offres d'emploi qu'il y a sur ces secteurs. Donc on voit une évolution des courbes
très nette. Donc en gros, il y a eu, avant le Covid, un marché qui était en progression légère. On a eu un arrêt brutal pendant le Covid. Et puis d'un seul coup, après le Covid, et notamment depuis printemps-été 2021, une remontée en flèche très forte avec la croissance, avec la reprise après Covid aussi, notamment sur tout ce qui est production et services des activités. Donc on se retrouve sur un marché de l'emploi extrêmement tendu. Et aujourd'hui, si on regarde l'ensemble des offres qui sont reprises sur Indeed, on a 61,4% d'offres d'emploi en plus qu'avant le Covid. Et il n'y a pas 61,4% de chômeurs ou de candidats en plus, ce qui explique mécaniquement cette tension. Plus d'offres, moins de candidats, des tensions plus importantes. Okay, donc ça, c'est tout secteur d'activité confondu. Et j'insiste sur le tout secteur d'activité confondu parce qu'on a tendance, en France, à recruter des gens qui occupent déjà un métier et qui ont déjà les compétences qu'on recherche. Et il va falloir de plus en plus raisonner en compétences transverses. Donc aller chercher des candidats qui sont sur d'autres secteurs d'activité, qui veulent changer de secteur d'activité, notamment, pourquoi pas, pour rejoindre celui des services à la personne. Et si on fait un focus sur les métiers du service à la personne, on n'est pas à 61%, on est à 282, 283 quasiment, d'évolution des offres d'emploi. Ce qui est considérable. Donc si vous tous qui êtes recruteurs vous dites bah, j'ai l'impression d'avoir plus de mal à recruter, vous avez une explication hyper logique ici. Quasiment 300% d'offres d'emploi en plus. Le premier réflexe, je vous dis de vous mettre toujours à la place du candidat. Quand vous postez une offre d'emploi, je suis sûr que vous ne faites jamais de veille pour savoir comment votre offre se positionne sur le marché. Donc quand vous recrutez un métier bien particulier dans une ville bien particulière, un petit truc très simple qui prend 2 secondes, vous allez sur Indeed, vous tapez le métier que vous recrutez, dans la ville où vous le recrutez, et vous allez voir dans la barre des résultats de recherche, juste en dessous, le nombre d'offres d'emploi disponibles. Et là, vous allez vous mettre à la place des candidats et vous allez voir que le candidat, il a le choix entre votre offre d'emploi et potentiellement 200, 300, 2000 autres offres d'emploi. OK ? C'est pas pour vous mettre la pression, mais c'est pour vous dire un peu la réalité. Un marché de l'emploi en tension et un rapport qui change. Donc si on regarde ici, j'ai fait un petit focus sur commerce de détail, vous avez sur un certain nombre de métiers l'évolution du nombre de clics. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire que potentiellement il y a autant de candidats et on voit en fait à travers ce tableau que sur certains secteurs d'activité, il y en a qui deviennent encore moins attractifs qu'avant. Donc ça augmente la tension. Quand on a le choix de trouver un job facilement, mécaniquement, on va vers un job qui nous correspond le plus, voire qui paye le plus. Je vais y revenir aussi après sur l'aspect salaire. Le premier exemple que je vais vous citer, c'est l'exemple des métiers de l'hôtellerie-restauration. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il n'y a pas si longtemps. Premier confinement, tous les gens du secteur de l'hôtellerie-restauration, en France, et c'est un avantage parce qu'on n'a pas eu ça dans le reste du monde, se retrouvent en chômage partiel avec des aides et donc se retrouvent payés une grosse partie du salaire à rester chez soi et confinés. Les gens qui ont l'habitude de se lever très tôt le matin, de terminer tard le soir, de travailler le week-end, du jour au lendemain découvrent, même si c'est dans un contexte un peu particulier qui était le confinement, mais le fait d'être chez soi, de voir sa famille et d'avoir une vie un peu différente. Premier déconfinement, au moment de l'été. Tous, on a eu envie de faire la fête, de voyager, de retourner au resto, de partir en voyage. Donc le secteur hôtellerie-restauration repart en flèche. Et donc là, vous avez eu un arrêt, comme si vous preniez 1 an pour faire un tour du monde, et que du jour au lendemain, il faut revenir au bureau avec des horaires de travail et qu'il faut pointer tous les matins. Choc difficile. En quelques semaines, quelques mois, le secteur d'hôtellerie-restauration a perdu 8% de ses salariés qualifiés qui ne voulaient plus faire ce métier. Pourquoi ? Parce que pénibilité, déséquilibre vie pro-vie perso, salaire pas super avantageux. Et comme on était sur un marché de l'emploi dynamique, pas aussi dynamique qu'aujourd'hui, mais qui reprenait déjà fortement, celui qui travaillait à la plonge ou au service se dit, moi j'ai des compétences transverses et à pénibilité identique, j'ai plein d'autres offres d'emploi qui me payent plus ou j'ai des offres d'emploi qui payent autant mais avec beaucoup moins de pénibilité. Donc je change de secteur d'activité. Et dans le service à la personne, c'est exactement ce qui se passe aussi. Le top 8 des métiers de service à la personne, pour vous montrer juste un petit focus du cumul des offres du 1er janvier au 21 octobre, de nouvelles offres d'emploi. Sur tout ce qui est aide à domicile, donc c'est ce qui tire à la hausse ce secteur, c'est 385 000 nouvelles offres qui ont été postées. Sur les babysitters, 377 000.
Sur les aides ménagères, 220 000. Employés de ménage, 150, etc., etc. Donc ça vous montre le nombre de nouvelles offres. Donc les nouvelles offres, c'est soit parce que le marché est en croissance, soit parce qu'il y a du turnover et qu'il faut remplacer des gens qui ne restent pas, qui ne tiennent pas ces métiers longtemps. Notez vos questions, hein, on échangera après. Une petite répartition géographique. C'est important aussi, parce que si vous êtes recruteur, je pense que vous recrutez sur différents bassins d'emploi, de voir où se situent les jobs. Principalement Paris, mais quand on regarde Toulouse qui arrive en deuxième, il faut savoir que dans toutes les statistiques, logiquement, Paris, c'est 25% des offres d'emploi du bassin d'emploi. Et là, on voit que ce n'est pas 25%, on est en dessous. Et ce qui est assez surprenant, c'est de voir Toulouse. Lyon, c'est un peu moins surprenant parce que c'est la deuxième métropole après Paris-Île-de-France. Mais Toulouse est le territoire qui, proportionnellement, recrute le plus de métiers de service à la personne. Et une chose à avoir en tête, alors pour ceux qui sont de ma génération ou celle d'avant, ça fait des années qu'on nous parle, si vous avez fait un peu de cours d'économie à l'école, de l'inversion de la pyramide des âges et du vieillissement de la population. Des années qu'on en parle, des années qu'on ne fait rien, qu'on n'anticipe pas. On a beau faire des enfants, on n'en fait pas assez pour compenser ça. On y est. C'est-à-dire que vous voyez ici, on arrive au début du plateau. Et donc, à moins de faire aujourd'hui des enfants qui ont déjà 18 ans, on ne va pas pouvoir corriger cette courbe-là. Donc cette courbe prévoit un plateau assez long et avec un déclin à partir des années 2050. 2050, c'est dans 30 ans, donc ça paraît loin. Tout ça pour vous dire que historiquement, en France, on avait un apport de nouveaux candidats, de jeunes qui arrivaient sur le marché, suffisant. À partir d'aujourd'hui, on n'a plus ça. Et plus ça va aller, plus la population va vieillir, et donc plus il va falloir miser sur ces fameuses compétences transverses, et donc miser sur les compétences qu'on a déjà, ou sur de l'immigration choisie. C'est un vaste débat en ce moment, je ne vais pas faire de politique, mais certains pays comme le Canada, qui avait un déficit démographique, ont cette culture historique depuis très longtemps, ou l'Australie par exemple. Donc ayez en tête qu'on arrive au début du plateau, et que ce plateau, il ne bougera pas. On peut varier tout ce qu'on veut en termes économiques, etc. On aura de moins en moins d'apport de jeunes candidats sur le marché de l'emploi. Et ici, ça vous montre, avec un autre aspect, ceux qui vont partir à la retraite et le déficit de nouveaux entrants. Donc ça vous montre sur un certain nombre de catégories de métiers. Si on prend l'exemple des agents d'entretien, vous avez en milliers d'offres d'emploi, en milliers de candidats, les départs de fin de carrière. Donc vous voyez que c'est le plus gros qui est le premier, 462 000 départs à la retraite prévus, et jeunes débutants estimés 160 000, donc il y a un vrai delta négatif sur ces métiers d'agents d'entretien. Comprendre qui sont les candidats. Si vous voulez prendre une photo, vous voulez que je fasse marche arrière, vous me dites. La présentation est enregistrée, elle sera diffusée sur le site du salon dans les jours qui viennent. Je vous disais tout à l'heure, être en veille, c'est important. Donc, comment fonctionne Indeed ? Il cherche quelque chose et il le cherche quelque part. Okay ? Dans le quoi, il va pouvoir taper un métier, une entreprise, un secteur d'activité. Et une particularité d'Indeed qu'on n'a pas sur les autres job boards, c'est qu'il peut taper aussi des compétences. Et de plus en plus de candidats aujourd'hui, plutôt que de taper un métier, puis un autre, c'est assez compliqué, ou un secteur d'activité, ils vont taper une, deux ou trois compétences. Vous savez ce qu'on met souvent en haut de son CV, un bloc compétences. Et du coup, ça va matcher avec plein d'offres d'emploi auxquelles je n'ai pas forcément pensé, de secteurs d'activité auxquels je n'ai pas pensé, d'entreprises auxquelles je n'ai pas pensé. Mais ce qui est important, c'est le où. 99% des premières recherches sur Indeed se fait d'abord sur le où. Et notamment sur les métiers du service à la personne. C'est-à-dire que les gens, ils cherchent avant tout un job, et le plus proche possible de chez eux. Et là, le Covid a accéléré fois 1000 cette tendance-là. Pourquoi ? Parce que avant le Covid, je me tapais 2 heures dans les transports par jour pour aller faire le ménage à des heures pas possibles. Si je peux être plus près de chez moi et gagner 2 heures à travailler ou avec ma famille, ça me change un peu la vie. Donc l'équilibre vie pro, vie perso, le premier enjeu, c'est la distance géographique. Deuxième chose, quand on est en province et qu'il n'y a pas de transport en commun et qu'il faut prendre sa voiture, on voit le coût de l'essence aujourd'hui. Quand j'ai un salaire proche du SMIC et que je dépense un tiers de ma rémunération pour faire de la voiture pour aller travailler, c'est juste inadmissible. Okay ? Donc le où,
est vraiment la chose la plus importante. Et sur Indeed, qu'on habite un village paumé n'importe où, on peut taper toutes les villes, tous les villages existent. Et donc, c'est le premier réflexe que les candidats vont avoir. Et la zone de mobilité choisie par les candidats, par défaut, c'est 25 km. C'est la zone de mobilité acceptée par tout le monde. Okay. Après, la mobilité, c'est le temps, la distance et le coût. Donc, parfois, ça peut être loin, mais pas cher. Parfois, ça peut être très près, très compliqué. Okay. 386, c'est le nombre de données, de data comportementales qu'on collecte à chaque fois qu'un utilisateur vient sur Indeed. À quelle heure il se connecte, combien de temps il se connecte, avec quoi il se connecte, qu'est-ce qu'il tape dans le quoi, qu'est-ce qu'il tape dans le où, quel type d'autres filtres il va chercher, est-ce qu'il s'arrête sur une offre sans la lire, est-ce qu'il s'arrête, il la lit et puis finalement il ne postule pas, etc., etc. Donc tout ça, ça donne un certain nombre de données qui est assez considérable. Pour vous donner juste une image par rapport au nombre de visiteurs uniques qu'on a chaque mois, c'est comme si vous prenez la BNF, la Bibliothèque nationale de France, en termes d'ouvrages, c'est le nombre de données qu'on collecte chaque jour en France sur les comportements des candidats. Donc ça nous permet d'avoir plutôt une bonne vision de ce que font les candidats aujourd'hui. Il y a 2 critères d'insatisfaction majeurs aujourd'hui. La première chose, et là je pense que vous allez vous y reconnaître, et si un jour vous avez été candidat aussi, premier critère d'insatisfaction chez les candidats, c'est que dans 92% des cas, quand je postule quelque part, je ne reçois pas de réponse. C'est hyper frustrant. Oui, une question ? Pas de réponse du tout. Je ne parle même pas de réponse négative automatique qui est un moindre mal. Je n'ai pas de réponse. C'est ce qu'on appelle chez nous le black hole, le trou noir. J'ai l'impression de sauter dans le vide, j'ai postulé, je ne sais pas ce qui se passe. Donc d'un côté, il y a une offre d'emploi, j'entends partout qu'il y a des tensions sur le marché, je postule et moi, je n'ai pas de réponse. L'image que je donne souvent, c'est l'image de la poste. Vous postez un courrier au tarif normal, ce qui arrive peu, mais ce qui arrive encore. Vous savez qu'a priori, votre courrier va arriver en 24, 48, 72 heures. Okay ? Si demain, vous allez à la poste, vous postez votre courrier et qu'on vous dit votre courrier peut arriver en 2 jours, 2 semaines, 2 mois, 2 ans ou jamais, je pense que vous allez prendre un autre prestataire pour être sûr que votre courrier arrive. Donc la conséquence de ça, c'est que vous avez des candidats, comme ils ont peu de réponses, ils vont postuler un peu partout pour augmenter leurs chances d'avoir des réponses. Quand je suis un candidat de qualité, j'ai postulé 1 fois ou 2 fois sur un job, sur une entreprise et que je n'ai même pas de réponse, je ne postule plus. Et donc aujourd'hui, il y a plein de recruteurs qui me disent « je me fais ghoster ». J'ai des candidats qui ne viennent même pas, qui me répondent même pas. Ils osent ne pas me répondre. Mais vous avez osé ne pas répondre aux candidats pendant des années. Donc c'est un juste retour des choses, un retour de bâton un peu sévère, mais qui est légitime. Et souvent, ce qui se passe, c'est que côté recruteur, vous allez dire, dans 80% des cas, je reçois trop de CV qui ne correspondent pas du tout à ce que j'ai mis dans l'offre d'emploi. Ils sont cons, quoi, les candidats. Ils ne lisent pas l'offre d'emploi, elle est pourtant claire. C'est pas ça. C'est que comme vous répondez pas la plupart du temps, ils vont pas prendre le temps, en effet, de lire peut-être correctement les offres d'emploi. Et donc, ils vont postuler en masse pour augmenter leurs chances. Mais vous, c'est chronophage et ça vous fait tout un tas de candidatures qui ne correspondent pas, auxquelles vous n'avez pas forcément envie de répondre. Okay ? Donc, un conseil, équipez-vous, il y a des outils qui existent pour répondre aux candidatures. Le moindre mal, c'est en effet au moins d'avoir une réponse automatique. Et la meilleure réponse, ça prend du temps en amont, mais je peux vous assurer que qualitativement, en termes d'image et de qualité de candidature derrière, c'est le jour et la nuit. C'est quand on ne retient pas un candidat, on lui dit pourquoi on ne le retient pas. D'une, il ne va pas repostuler pour rien. 2, comme personne ne le fait, il va être hyper reconnaissant. Et 3, il peut devenir recruteur pour vous. J'ai compris pourquoi mon profil ne correspondait pas, mais dans mon entourage, j'ai quelqu'un qui correspond. Et donc, il va faire de la cooptation pour vous recommander quelqu'un. OK ? Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Les principales raisons qui motivent la recherche d'emploi aujourd'hui. Alors, vous avez 2 couleurs. Le violet, c'est les recherches non urgentes, donc c'est plutôt les candidats déjà en poste et qui sont en veille. Et en bleu, les recherches urgentes, ceux qui sont en fin de contrat, qui vont être en fin de contrat ou qui sont au chômage. Premier critère pour tout le monde, augmentation salariale. Et encore plus aujourd'hui. Donc, il faut savoir qu'en moyenne, les salaires ont augmenté de 5,1% en France. Je ferai un focus sur vos métiers tout à l'heure. L'inflation, c'est 6,1%. Donc, en gros, il y a 1% d'écart. Une fois de plus, on est pas mal loti en France quand on regarde dans d'autres pays les augmentations du coût de l'énergie, l'inflation, etc.
c'est 12, 18, 24, 30%. Donc oui, c'est difficile, mais pour l'instant, ça tient. Donc la plupart des candidats se disent, si je cherche un autre job, c'est pour gagner mieux ma vie. Ça ne veut pas dire que c'est le premier critère définitif quand j'ai changé de job. C'est la raison initiale qui me motive à changer d'emploi, mais quand on fait une analyse sur ce qui a fait basculer entre une entreprise et une autre un candidat, le critère du salaire arrive plutôt en 5e position. Okay, donc ce n'est pas l'élément le plus essentiel pour changer de job. La deuxième chose, c'est d'améliorer les avantages. Et là, c'est important, une fois de plus dans vos offres, dans vos communications, de considérer les deux. Parce que le candidat, il va faire un calcul rapide, une sorte de balance. Le salaire dans cette entreprise n'est pas forcément plus élevé. Par contre, j'améliore un certain nombre d'avantages. On me prend en charge 100% de mes frais de transport alors qu'avant, on ne me les prenait qu'à moitié. Donc ça, c'est un impact sur ma vie. Je peux travailler en horaire décalé, ça peut m'arranger. On me fait un planning sur mesure. J'ai un congé maternité ou paternité avantageux. Enfin, il y a tout un tas d'avantages qui existent et qui peuvent contrebalancer un salaire qui est peut-être moins compétitif que certains de vos concurrents. La troisième chose, c'est l'évolution de carrière. Notamment les jeunes générations se projettent plus comme les générations d'avant, un job, une entreprise toute sa vie, ou plusieurs entreprises, un job toute ma vie. Ce que je veux, c'est apprendre. Et ça se dilue aussi sur les autres générations. Donc si je choisis une entreprise, qu'est-ce que l'entreprise va m'apporter ? Est-ce que si je reste 5 ans dans cette entreprise, quand je ressors au bout de 5 ans, je ressors avec les mêmes métiers, les mêmes compétences ? Ou est-ce qu'il y a une forme de parcours vertueux qui va me permettre d'améliorer mes compétences, mon employabilité ? Okay ? Donc tout ce que vous faites déjà dans vos entreprises, si vous le faites, mettez-le en avant parce que c'est regardé de très près par les candidats. Et en 4e, alors je ne vais pas tous les lister, le raccourcissement du domicile trajet de domicile-travail et puis les horaires soit plus stables, plus réguliers, en tout cas plus adaptés. On parlait du salaire tout à l'heure. La dernière stat, donc on fait des études régulières parce que la data ne montre pas tout, dit que 40% des Français ont déjà refusé un job parce que le salaire était trop bas. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est être transparent sur les salaires. Là aussi, ça fait gagner du temps aux candidats, ça va vous faire gagner du temps à vous. Quand vous ne communiquez pas sur les salaires dans les offres d'emploi, vous allez avoir aussi plein de candidats qui postulent, pensant que le job est payé tant. Il postule, il a pris le temps de postuler, d'envoyer un CV, peut-être une lettre de motivation, remplir des champs obligatoires. Vous avez pris le temps d'analyser son CV, de l'inviter, de le convoquer une fois, soit la première fois, soit la deuxième fois, vous allez parler du salaire. Le salaire ne correspond pas du tout à ses attentes. En termes d'image, c'est une catastrophe. Et en termes de temps, c'est une catastrophe aussi. Donc plus vous serez transparent sur les salaires, plus vous aurez des candidats ciblés. Et aujourd'hui, c'est encore un avantage concurrentiel, puisque en France, on a à peu près que 25% des offres d'emploi, qui affichent une rémunération. Alors une rémunération précise ou une fourchette de rémunération. Si vous avez du mal avec la transparence des salaires au sein de votre entreprise, au moins communiquez une fourchette. Mais au moins le candidat il peut se projeter. L'avantage de communiquer une fourchette de REM aussi, c'est que les candidats qui ont des prétentions inférieures ou supérieures de 20% à votre fourchette s'éliminent d'eux-mêmes. Elle est claire cette phrase ? Donc quand je suis un peu trop éloigné de plus ou moins 20% du salaire proposé, de moi-même, je sais que la marge de négo va être trop importante et donc je m'exclus de l'offre. Donc vous allez avoir des candidats bien plus ciblés. Et ce qu'on constate dans nos datas, la différence entre une offre d'emploi qui affiche un salaire et celle qui n'en affiche pas, c'est quand vous n'affichez pas de salaire, de niveau de rémunération, il y a 80% de clics en moins. Donc 80% de candidats qui ne vont même pas cliquer pour lire votre offre. Donc même si vous dépensez de l'argent sur Indeed, le premier conseil, avant de dépenser de l'argent, soyez transparent sur les salaires, parce que ça fait toute la différence, parce que c'est ce que veulent voir les candidats en premier. Et ça, c'est ce que j'appelle le bas de la pyramide de Maslow. On parle beaucoup de la quête de sens, etc. Quand on cherche un job, le premier truc qu'on cherche, c'est est-ce que ça correspond à mes compétences ? C'est payé combien et c'est où ? Qu'on soit cadre, non cadre, etc. Pour tout le monde, c'est la même chose. Je ne peux pas me projeter et aller voir plus loin si je n'ai pas ces éléments de base. OK ? Donc si c'est difficile et que vous avez besoin de convaincre vos directions, vous venez me voir après, on en discute. J'adore faire ça. Où on en est au niveau des salaires ? Sur les métiers
des services à la personne, aujourd'hui, on est à peu près à 5,8% d'augmentation de salaire dans les offres d'emploi. Donc souvenez-vous, je vous ai dit, l'inflation, c'est 6,1. Donc en gros, la hausse des salaires ne compense pas, sur majoritairement des salaires bas, le niveau de l'inflation aujourd'hui. Et quand on regarde donc tous ceux qui sont au-dessus, vous avez tout ce qui est prod, fabrication, donc les métiers d'usine, les soins infirmiers naturellement, nettoyage, assainissement, stockage, entreposage, puériculture, agriculture, restauration, commerce de détail qui ont évolué. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à droite la variation des clics par annonce. C'est-à-dire que parfois, d'augmenter les salaires, et quand j'ai sorti les dernières stats, c'était à fin septembre, et là on est en octobre, l'évolution des salaires permettait une augmentation du nombre de clics en valeur absolue sur ce secteur d'activité. Depuis octobre, ça a changé. Avec cette évolution de salaire, on a une inversion de clics à la baisse. Donc parfois, juste le fait d'augmenter les salaires ne suffit pas. Alors, si je prends l'exemple des soins infirmiers, c'est mécanique parce que de toute façon, on peut augmenter de 50% les salaires des infirmiers, ce qui serait une bonne chose, hein. Mais ça n'augmentera pas de 50% les candidats parce qu'il y a des formations longues et compliquées à mettre en place. Donc ayez ce chiffre en tête parce qu'il y a quand même pour beaucoup de métiers une vraie corrélation. Notamment, on voit dans les métiers de la restauration dont je parlais tout à l'heure, quand on commence à mettre la main à la poche, ça devient plus attractif. On a 20% de candidatures en plus. Alors la crise sanitaire, je vous en parlais tout à l'heure, elle a modifié la perception des Français. Aujourd'hui, on a basculé, ce que j'appelle moi, d'un marché de sélection, historiquement, c'est-à-dire que c'est le recruteur qui avait le pouvoir, à un marché de séduction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le recruteur doit se mettre en mode séduction pour aller chercher le candidat. Le candidat a le choix, je vous l'ai dit tout à l'heure, et il le sent, et ils sont 53% à ressentir donc une majorité qui peuvent davantage imposer leurs souhaits vis-à-vis des recruteurs. Un peu plus de la moitié se sentent moins attachés à leur entreprise aujourd'hui, et un peu moins de la moitié pensent qu'ils peuvent beaucoup plus facilement trouver un emploi aujourd'hui qu'avant la crise. Et on a beaucoup parlé du phénomène de grandes démissions, qu'on a vu notamment principalement aux États-Unis. En France, on ne parle pas de grandes démissions, mais plutôt de grandes mutations. Alors, il y a eu énormément de démissions, en effet, depuis le début de cette année, mais il y a une forme de phénomène de rattrapage qui s'est produit, puisqu'il y a des gens qui voulaient déjà démissionner avant le Covid, qui ne l'ont pas fait pendant le Covid. L'incertitude économique fait que les gens ont dit « je garde mon job pour l'instant ». Et ensuite, quand il y a une reprise économique et plus d'offres d'emploi, et ben là, je commence à bouger. Mais il y a quand même 42% qui pensent que c'est le bon moment. Et surtout, ce chiffre qui est quand même incroyable, 70% des Français, toutes catégories confondues, y pensent régulièrement. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 70% des Français qui ne sont pas bien dans leur job ou dans leur entreprise. Donc il va y avoir encore du mouvement. Et donc on parle beaucoup de recrutement, mais l'un des premiers leviers pour éviter de trop recruter, c'est de garder ses salariés. Donc il faut faire les deux. Parce que si vous avez des super process de recrutement, etc., mais que vos collaborateurs partent en permanence, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est un chemin sans fin. Et donc c'est extrêmement épuisant parce qu'en plus un nouveau collaborateur, il faut le former, il faut l'intégrer, etc. Donc la priorité numéro 1, c'est la fidélisation de vos talents, de les garder, de les faire évoluer. L'aspect salaire, rémunération, avantage est un élément essentiel pour ensuite ne recruter que les personnes dont vous avez besoin supplémentaires, mais qui ne vont pas en plus remplacer les départs des bons collaborateurs existants. Parce qu'en général, c'est les bons qui partent en premier. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc les principales motivations de la recherche d'emploi aujourd'hui, 1, la rémunération, donc une rémunération juste, si possible meilleure. 2, la carrière, qu'est-ce que l'entreprise me propose en termes d'évolution de métier, de compétences. Et 3, la notion d'horaire flexibilité, dans lequel peut rentrer aussi le télétravail, la distance géographique entre le domicile et le lieu de travail également. Alors que font les candidats aujourd'hui ? Il faut savoir qu'une majorité, 61%, quand ils cherchent un job, le premier réflexe aujourd'hui, c'est télécharger une appli mobile de recherche d'emploi. Pendant des années, c'était je vais sur Internet sur mon écran d'ordinateur. Il y a de moins en moins d'ordinateurs fixes à la maison avec un grand écran. On a un ordinateur portable quand on en a un par le boulot, et donc aujourd'hui, c'est soit la tablette, soit le smartphone. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand vous rédigez vos offres d'emploi et quand vous les relisez,
Dans 99% des cas, vous le faites sur un ordinateur. Et dans la majorité des cas, les candidats voient vos offres d'emploi sur un... Bien. Sur Indeed, c'est 65% du trafic qui est mobile. Pourquoi je dis ça? Vous avez tous un smartphone et vous allez voir que les contenus, vous ne les lisez pas du tout de la même façon sur un smartphone que sur un ordinateur. Regardez les principaux médias. Ils ont des contenus adaptés au smartphone. Au tout début, les contenus des médias, si vous lisiez, je ne sais pas, Le Point, l'Express, etc., c'était un espèce de PDF qu'on lisait sur son smartphone. Il fallait agrandir, c'était pas pratique. Aujourd'hui, c'est bien des formats différents spécifiques. Et donc, il faut adapter ce format. Le temps de lecture n'est pas le même aussi sur un smartphone que sur un écran d'ordinateur. Est-ce que vous connaissez le temps moyen passé par un recruteur à la première lecture d'un CV? 2 minutes? 30 secondes? Qui dit moins? Moins? Vous diriez combien, vous? 20 secondes? Et vous, ouais, combien? 1 minute. Le premier temps de lecture d'un CV, c'est 8 secondes. Et c'est ce qu'on appelle une lecture en Z, avec après classement horizontal ou vertical. C'est très rapide. En 8 secondes, en gros, la lecture en Z, c'est OK, nom, prénom, il habite où, son métier, son expérience, un peu ses passions, OK, potentiellement ça m'intéresse ou pas, au revoir. Le premier temps de lecture d'un candidat sur une offre d'emploi, c'est combien de temps? 10 plus. Exactement. Il fait la même chose. 8 secondes. Donc en 8 secondes, si votre offre d'emploi, c'est le copier-coller d'une fiche de poste, pas du tout attractive, où vous commencez par parler de vous. Alors moi, mon entreprise, je suis leader sur mon marché, je suis le pro de la RSE, un peu de greenwashing là-dedans, donc je suis vert, je suis écolo, blablabla. J'existe depuis tant d'années, mon patron est génial, notre direction est comme si, je suis une entreprise familiale, avec du cœur, avec des valeurs. Ok. Sachez que ça, déjà, il ne le lit pas. Par contre, il perd du temps à dire, OK, il y a tout un pavé, un paragraphe où il parle d'eux. Le candidat, quand il lit une offre d'emploi, il veut qu'on parle de lui. Ok. Je prends souvent l'exemple du comptable. Un comptable qui a le choix entre vous et 100 autres offres d'emploi, on ne va pas lui réexpliquer ce qu'est un comptable. L'entreprise, au début, il s'en fout. Lui, ce qui l'intéresse, c'est où, c'est payé combien, premier critère. Et deuxième chose, c'est quoi le job? Qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Comment on m'accueille? Qu'est-ce que l'entreprise me propose? Et comment je me projette dans l'entreprise? Est-ce que je suis comptable chez Total, chez Philip Morris ou chez Time for the Planet? La mission n'est pas la même. Est-ce que je suis dans une équipe de 5 personnes, de 50 personnes? Est-ce qu'il y a du télétravail ou pas? Enfin voilà, des choses très concrètes. Ok. Donc dans vos offres d'emploi, retenez 8 secondes et retenez cet autre chiffre, 1800 caractères. Au-delà de 1800 caractères, on voit une déperdition très forte du taux de qualité de candidat et du taux de clics et de postulat de la part des candidats. Okay. Donc il faut s'adapter au mobile. Et il faut travailler sa marque employeur. Parce qu'une fois que le job l'intéresse, eh ben, il va chercher à se projeter dans l'entreprise. Et comme il y a plein de recruteurs différents, ce que je disais tout à l'heure, pourquoi postuler plus dans l'entreprise A ou dans l'entreprise B? Donc il regarde au moment de postuler, il regarde la marque employeur au moment de l'entretien, et il va regarder à nouveau au moment d'accepter ou pas l'offre d'emploi. Et la marque employeur, alors ce n'est pas les réseaux sociaux, mais ça peut être très avantageux ou très dangereux. Dangereux si vous n'en avez pas, parce que ça paraît flou, un peu comme la Poste tout à l'heure, une espèce de trou noir. Il n'y a pas d'avis, il n'y a pas grand-chose. C'est louche quand c'est trop marketé, un peu comme le début de vos offres d'emploi. On est les plus beaux, on est les meilleurs, ok. Et c'est louche s'il n'y a pas beaucoup d'avis. Donc c'est un peu comme sur TripAdvisor, vous avez le choix entre 2 hôtels, un hôtel qui est noté 4,5 sur 5 et un hôtel qui est noté 3,7 sur 5. Celui qui a 3,7 sur 5, il a 10 000 avis, donc il y a la pertinence. Celui qui est noté 4,5 sur 5, il y a 5 avis. Le patron, sa femme, ses enfants et un bon client qui vient régulièrement. Vous dites, OK, il a 4,5, mais enfin bon, il n'a que 5 avis, quoi. OK. Donc vous êtes tous recruteurs, les premiers ambassadeurs de votre marque. Donc je vous incite déjà à déposer un avis sur Indeed ou sur Glassdoor. Ça va augmenter la notoriété de votre entreprise parce que les 3 quarts des candidats aujourd'hui,
expliquent que ça a vraiment un impact dans leur décision de postuler ou non à une entreprise. Et 64% disent avoir déjà été influencés par la marque employeur. Donc ça, plus le salaire, vous avez déjà 2 gros indicateurs qui vont vous permettre de faire la différence. Et sur Indeed, on constate que c'est 92% des candidats, c'est énorme, qui consultent les pages entreprises, les avis, les notes, avant de postuler. Et en moyenne, ils vont regarder entre 5 et 10 avis. Donc ils ne vont pas tout passer en revue. Ils vont regarder vite fait si c'est cohérent entre la note globale et ce qui se dit de la part de vos salariés, ex-salariés, candidats. OK ? Et donc la première recommandation en termes de marque employeur, c'est d'être sincère et authentique. Ne cherchez pas à survendre votre entreprise. C'est encore pire en termes de turnover derrière et de déception. Donc ne faites pas des promesses que vous ne pouvez pas tenir. Cherchez à vous démarquer de la concurrence. Ça ne sert à rien d'être les plus beaux, les meilleurs. Cherchez pas à avoir de complexe d'infériorité. Parfois, on me dit « Oui, mais moi, je suis une petite entreprise. Donc, je ne peux pas rivaliser contre les gros. » Il y a plein de candidats qui ne veulent pas travailler pour des gros. Il y en a qui veulent travailler que pour des petits. Donc là aussi, plus vous êtes sincère et authentique, plus vous allez attirer des candidats qui vous ressemblent. L'objectif, ce n'est pas la quantité de candidats, mais la qualité de candidats. Et donc, ce que veulent voir les candidats, et l'idéal pour vous, la marque employeur efficace, c'est la parfaite jonction entre ce que vous dites de vous-même et ce que vos collaborateurs, ex-collaborateurs, disent de vous. Si le message est le même, vous avez une marque employeur qui est forte et qui est puissante. Si en revanche, vous dites « nous, on est les plus beaux, les meilleurs », et que vos collaborateurs ne disent pas la même chose, alors là, c'est juste contre-productif. Et on l'a vu notamment dans le secteur des EHPAD, où nous, on avait déjà certains indicateurs pour certaines entreprises, comme quoi il y avait quelques soucis. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a près de 25% des patrons du CAC 40 qui ont une partie de leur bonus indexée sur leur note Indeed ou Glassdoor. Ça devient un véritable enjeu. Et dans les services à la personne, ça impacte aussi vos clients. Quand j'achète, je veux acheter responsable et auprès d'une entreprise qui traite bien ses collaborateurs. Et votre première matière première, c'est vos collaborateurs. Comment sont traités les collaborateurs dans telle ou telle entreprise ? Ils vont de plus en plus regarder ça aussi. Donc si vous avez une bonne note et que vous êtes bien noté par vos collaborateurs, ça vous fait une pub gratuite énorme. Ah non, pas tous. On est bien d'accord. Mais vous savez, sur les chiffres mobiles, les chiffres, on les a par médiamétrie, ce n'est pas uniquement les données Indeed. On a été très surpris de voir qu'en fait, il n'y avait que 10 points d'écart en termes de connexion mobile par les seniors, entre les seniors et les jeunes. Donc, ils vont beaucoup plus qu'on ne croit sur Internet. Les familles, oui, absolument. Et avoir en tête aussi qu'on ne change pas d'emploi sur un coup de tête, sauf quand on n'a pas le choix. Mais changer d'emploi, je fais souvent le parallèle avec le secteur immobilier. Vous ne changez pas d'appart ou de maison comme ça. Vous décidez un jour que vous avez envie de quitter votre appart. Entre le moment où vous décidez et le moment où vous le faites une étude de marché, où est-ce que j'aimerais aller, qu'est-ce que je quitte, qu'est-ce que je retrouve, c'est quoi mes critères, je commence à être en veille. Il se passe environ exactement la même durée que pour changer de job, c'est environ 6 mois. Donc il y a déjà un process qui est long au début, où je me dis j'aimerais changer de job. C'est pour ça qu'on a vu le taux de démission augmenter seulement début 2022, après la crise. Mais les gens s'étaient posé les questions bien avant. Après, il y a des pics, des vagues assez régulières. La vague la plus importante, c'est juste après l'été. Je suis parti en vacances, je suis allé voir des potes à Bordeaux et tout. C'est sympa, Bordeaux. Et pourquoi je ne bosserais pas à Bordeaux plutôt que de me taper le métro tous les jours à Paris? Je vais commencer par mettre 1 ou 2 alertes emploi, regarder est-ce qu'il y a des jobs. Ah bah oui, il y a des jobs. Ah bah c'est aussi bien payé qu'à Paris. Ah bah pourquoi pas, bah, je vais commencer à regarder. Je me pose la question, je discute avec ma femme, mes enfants, est-ce qu'il y a des écoles, etc. Et après, je saute le pas ou pas. Ok, 6 mois. Et pendant 6 mois, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils vont regarder justement vos offres d'emploi. Est-ce que vous recrutez régulièrement? Quel type d'emploi? Qu'est-ce que vous proposez? Donc évitez de faire toujours les mêmes offres copier-coller, parce que sinon, ils ne les regardent plus. Stratégie de contenu, comme sur le mobile, il faut se renouveler, se réinventer. La marque employeur aussi, ils vont regarder. Est-ce qu'ils sont bien notés? Et en plus, je peux regarder les notes globales, mais je peux regarder aussi par métier. Et je peux même regarder les notes par métier, par région. Donc justement, si je quitte Paris pour aller à Bordeaux, peut-être que vous avez des très bonnes notes à Paris, mais pas du tout à Bordeaux, parce que l'agence de Bordeaux, elle n'a pas bonne réputation. Donc je n'irai pas chez vous, mais peut-être chez un concurrent.
Et pour passer rapidement, donc on vit un changement profond et durable du marché de l'emploi. J'ai commencé tout à l'heure par vous montrer cette fameuse courbe avec le plateau du vieillissement de la population. Il y a tout un tas de déséquilibres mondiaux. Et en gros, pour résumer cette slide, c'est pour vous dire que tout va beaucoup plus vite qu'avant. Avant, il était assez simple pour une entreprise, pour une fonction RH, de faire un plan stratégique à 3 ou 5 ans. Et on pouvait mettre en place des choses, attendre de les mettre en place, mesurer les résultats et les accompagner dans le temps. Aujourd'hui, si vous avez mis un plan en place stratégique en 2020, il a fallu le changer en 2021. Et entre 2021 et 2022, c'est encore autre chose. Et l'année prochaine, ça sera encore autre chose, etc. Donc le premier mot qu'il faut retenir par rapport à cette slide, c'est l'adaptabilité et l'agilité. Il faut être beaucoup plus agile et beaucoup plus rapide qu'avant. Donc pour trouver les candidats, tenir compte en toute humilité des quelques conseils que je vous ai donnés, mais s'informer régulièrement sur ce qui se passe sur le marché pour s'adapter. S'adapter aux usages, je parlais du mobile tout à l'heure, c'est venu très vite. Comme la marque employeur, on en parle depuis des années, le poids de la marque employeur, en 2-3 ans, a complètement changé la donne. Donc si vous ne prenez pas en compte ces nouveaux usages et ces nouvelles considérations et que vous n'adaptez pas votre façon de recruter, de gérer vos collaborateurs, vous prenez du retard. Et aujourd'hui, le retard se paye très cher sur un marché extrêmement tendu. Un autre critère pour attirer les talents, c'est d'utiliser de plus en plus la vidéo. La visio, ça marche très bien. Alors là aussi, culturellement, la France était en retard sur le télétravail et sur la visio. Je cite souvent cet exemple, mais d'une très grande banque française que j'ai vue une semaine avant l'annonce du confinement par Emmanuel Macron, qui désespérait de trouver des développeurs. Il me dit, Eric, j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Ils sont où? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? Je leur montre des stats et je leur dis, voilà, il y a en gros 80 jobs pour un développeur. Déjà, donc il a le choix. Le secteur banque, finance, assurance n'est pas le secteur privilégié par cette cible-là. Deuxième critère. Et troisième critère, ils sont 98% à chercher du télétravail. Ah Eric, ok. Mais alors, sauf que moi, le télétravail chez moi, c'est ni possible ni culturel. Donc on ne le fera pas. Je dis, bah, ok, vous n'aurez pas de candidat, c'est comme ça. Une semaine après, c'était possible. Et quelques semaines après, c'était devenu culturel dans l'entreprise. Donc n'attendez pas d'être devant le fait accompli et d'être au pied du mur pour évoluer sur ce sujet-là. Le gros avantage de la visio, à condition de trouver les bons outils. Si vous demandez aux candidats de télécharger Teams ou Zoom, c'est compliqué. Donc adaptez-vous aussi aux outils des candidats. C'est que ça vous fait gagner du temps. Le candidat, il est chez lui. Il y a de plus en plus de candidats qui sont à l'aise quand même avec leur smartphone. Ils savent faire des snaps, donc ils savent faire un entretien en visio. Okay. Et sur certains métiers, pas besoin de leur demander de mettre chemise, cravate ou de bien s'habiller, mais juste au moins de pouvoir parler aux candidats. Ça vous fait gagner du temps de façon énorme aussi. Et c'est le début des entretiens. C'est-à-dire que ça n'élimine pas les entretiens physiques. On a besoin de voir les gens. Mais si vous avez deux niveaux de recrutement, un recrutement central, puis un recrutement au niveau des régions de vos agences salariées ou franchisées, ça permet de faire un premier filtre en disant « oui, j'ai vu ce candidat, etc. » Comme on faisait dans l'intérim avant, où les candidats venaient en agence, et il fallait qu'on les ait vus avant de pouvoir leur faire un dossier et de pouvoir les recommander quelque part. Okay, c'est exactement la même logique. Et chez Indeed, on a mis en place pendant le confinement un outil pour rapprocher le candidat de l'offre. Et l'objectif, c'est d'avoir dans le recrutement la même chose en termes d'usage que ce qu'on a avec ces sites-là. Aujourd'hui, on peut payer avec son smartphone. Netflix, on a la vidéo à la demande. On a Deezer ou Spotify aussi pour écouter à la demande. On peut commander des choses à la demande, etc. Donc tout se fait aujourd'hui dans une logique de smartphone. Et le candidat est un consommateur comme les autres. Et donc, quand il postule, il n'a plus envie d'avoir un process de recrutement comme avant. Le process de recrutement idéal, il se fait ce que j'appelle en 2 coups de pouce. J'ai vu l'offre d'emploi, je clique sur postuler et je valide. Si j'arrive sur votre site qu'il faut que je me crée un compte, c'est moins 50% de candidats. D'accord ? Création de compte à bannir. Je demande un CV et une lettre de motivation. Sur mon smartphone, j'ai rarement mon CV. Donc soit je peux me connecter et postuler directement avec mon profil Indeed ou autre chose, d'accord ? Et lettre de motivation, si vous rajoutez ça, alors là c'est la cerise sur le gâteau, il vous reste peut-être 2% de candidats. Certains me diront les plus motivés, moi je dirais plutôt les plus désespérés, parce que plus personne ne le fait. Ok ? Donc l'objectif c'est de passer de ça, compliqué, chemin long, interminable, à ça.
rapprocher l'offre et la demande et que le début de connexion se fasse en 2 clics. Un peu comme Doctolib. Avant Doctolib, vous vous souvenez, il fallait appeler aux horaires de machin, mais moi je bosse, quand j'appelle le secrétariat est fermé. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus simple. Et ben, l'offre d'emploi, ça doit être exactement la même chose. Et côté recruteur et côté candidat. J'appuie sur un bouton, potentiellement j'ai un entretien. Donc c'est un outil qu'on a développé pendant le confinement, qu'on a testé et qu'on teste encore aujourd'hui, qui permet de recruter sans CV. Donc le principe, il est assez simple. Je suis candidat, je vois une offre d'emploi. Je postule à cette offre d'emploi, je dois répondre de 1 à 5 questions qui sont les 5 critères indispensables pour faire ce job. Soit des compétences, soit des aptitudes. Donc ça, déjà dans vos offres d'emploi, au lieu de faire la course au Père Noël des compétences souhaitées, idéales, du mouton à 5 pattes, essayez d'aller à l'essentiel pour que le candidat, quand il fait sa fameuse lecture en Z en 8 secondes, se dise « Ok, j'ai compris, peut-être avec des bullet points ou des tirets, pour obtenir ce job, ce qui est non négociable, c'est d'avoir telle compétence, telle et telle aptitude. Point barre. » Faites une économie de mots. Allez à l'essentiel. Et donc, dans ce processus de recrutement, c'est pareil. Donc, vous allez lister 1 à 5 compétences ou aptitudes indispensables pour le poste. Si 100% des critères correspondent, il clique sur postuler et là, il va avoir tous les créneaux disponibles du recruteur. Donc, le recruteur renseigne à l'avance dans son agenda des créneaux pour avoir des visios avec un candidat. Et vous, sans avoir rien à faire, nous on gère tout en amont, le jour J, vous avez un candidat qui arrive en visio, sans avoir à télécharger d'outil de visio d'ailleurs, parce que l'outil il est intégré. Donc il n'y a pas de téléchargement ni de votre côté ni du sien. Et le jour J, vous avez des candidats présélectionnés qui correspondent à 100% aux critères que vous avez demandés, sans CV. Et ça marche. Bien. On a en moyenne 95% de taux de satisfaction de la part des candidats et 75% de la part des recruteurs. Et avec un gain de temps qui est énorme, c'est-à-dire qu'on diminue x8 à peu près le temps de recrutement, parce que le plus gros du temps du recrutement, c'est le début du filtrage des CV, de convocation à des entretiens, etc., etc. Donc tout ça, nous, on l'analyse en 5 étapes. Recherche, clic, candidature, entretien, recrutement qui se passe chez vous. Et on va agir, nous, principalement déjà aujourd'hui sur les 3 premiers leviers. Donc pour améliorer les résultats de recherche, le principe du matching, comme sur Tinder, il faut qu'on parle le même langage. Si on ne parle pas le même langage, ça ne marche pas. Donc on va vous aider à travailler les mots-clés et la localisation, qui sont les 2 critères essentiels pour faire que ça matche. Si je cherche un job à l'endroit où vous ne le proposez pas, il y a peu de chances que ça fonctionne. Pour inciter les candidats à cliquer, il faut travailler vos intitulés de poste et votre marque employeur. Un petit arrêt sur les intitulés de poste, donc c'est le titre de vos offres. Pareil, qui doit être court et qui doit juste préciser le métier. Ne mettez pas la ville, ne mettez pas de référence de votre offre d'emploi, ne mettez pas la nature du contrat également. On met juste l'intitulé de poste qui est le métier. D'accord ? Homme-femme. Et juste ensuite, pour faire acte de candidature, donc là, c'est le contenu et le process de candidature qui fera la différence. Donc, 5 choses qu'il faut travailler de façon impérative et hyper basique. Donc, les intitulés de poste, le descriptif de poste, votre site carrière si vous en avez, le processus de candidature et les avis sur les entreprises. Ces 5 critères-là sont indispensables aujourd'hui. S'ils ne sont pas travaillés ou mal travaillés, ça va influencer de façon extrêmement négative le nombre et la qualité des candidats que vous allez recevoir. Donc nous, aujourd'hui, chez Indeed, voilà comment on peut vous accompagner, donc sur la partie marque employeur, sur la partie parcours candidature et également sur la partie CV Tech. Donc je vous disais tout à l'heure, on a plus de 9 millions de CV. Gratuitement, vous pouvez déjà regarder, consulter la CV Tech avant même de demander peut-être un abonnement, de savoir s'il y a des candidats. Donc, quand vous avez du mal à chercher à certains endroits, tapez le métier que vous recherchez, à l'endroit où vous le recherchez, vous allez voir s'il y a 3 CV, 15 CV ou 3000 CV. Okay. La grosse différence avec la CV Tech aussi en termes d'usage, c'est qu'il ne faut surtout pas faire un mail type. Ça ne marche plus, ça. C'est-à-dire le mail type qu'on envoie à tout le monde. Bonjour monsieur, madame. Ok, le candidat tout de suite il se dit il n'a même pas vu mon CV, il me contacte comme il contacte plein d'autres. Et donc je fais un copier-coller, je contacte 300 personnes en tant que recruteur avec l'espoir qu'il y ait quelques candidats qui me répondent. Un peu comme font les candidats d'ailleurs. Vous avez remarqué ? C'est pareil. Par contre, si vous prenez le temps d'analyser, de mettre plein de filtres et de prendre peut-être que 5 CV et d'avoir une approche personnalisée,
Bonjour Géraldine, tiens, j'ai vu que vous étiez passionnée d'équitation, moi aussi, même si ce n'est pas vrai. La personne se dit, ah tiens, il a lu mon CV. Je vais lui répondre. Et là, vous avez 80% de taux de réponse quand c'est personnalisé. Quand ce n'est pas personnalisé, vous avez tombé à 25, quoi, dans le meilleur des cas. Et l'aspect sponsorisation, parce que des fois les gens nous disent comment vous gagnez de l'argent chez Indeed. C'est simple. C'est un peu comme sur Twitter. Twitter, vous mettez un post. S'il n'y a pas d'autres posts, votre post reste visible longtemps. Fil d'actualité, dès que vous avez des nouvelles actualités, la visibilité descend. Sur Indeed, c'est pareil. On reprend 4 fois par jour, on rafraîchit 4 fois par jour le site. Donc votre offre, dès qu'elle a été postée ou reprise, elle est extrêmement visible. Et ensuite, en fonction du nombre d'autres offres d'emploi qui arrivent, vous perdez en visibilité. Donc, quand vous faites de la sponsorisation, vous maintenez une visibilité, sachant que chez Indeed, le budget ne se dépense que si des candidats cliquent sur vos offres. Ça, c'est pas mal aussi. Et que vous avez toujours la main sur votre budget. C'est-à-dire que vous prévoyez de mettre, 1 000 € pour 5 jobs. Vous avez recruté les 5 jobs au bout de 15 jours. Vous arrêtez le budget et vous le décalez sur autre chose après. C'est intéressant dans une période incertaine, parce que si vous prenez un engagement avec un de nos concurrents, par exemple, début 2020, en disant je vais dépenser 10 000 € par mois sur votre job board pendant 1 an, et que 3 mois après, il y a le confinement, votre budget continue à se dépenser, mais vous ne recrutez plus, il n'y a plus de candidats non plus. Donc il faut avoir vraiment un modèle héroïste et qui s'adapte et qui soit le plus souple possible. Donc sur la CV Tech, je vous ai dit tout à l'heure, donc plus de 9 millions de CV, 30% de réponses positives en moyenne, 55% de taux de réponse moyen. Donc à vous de tester. C'est complémentaire, hein, ce n'est pas le seul levier pour trouver les candidats. Donc nos précaux, et comme ça on aura le temps pour les questions-réponses. Je vérifie le temps, ouais, juste. Donc optimiser la visibilité de vos offres d'emploi pour les candidats, contenu et budget si c'est nécessaire. Travailler votre marque employeur, ça vous l'avez compris. S'adapter aux nouveaux usages aussi, donc extrêmement important. Recrutement simple, rapide, efficace et inclusif. J'en ai très peu parlé, mais l'objectif c'est de recruter aussi différemment. Et je pense notamment aux seniors qui sont les personnes les plus discriminées à l'embauche en France. 55 ans, on estime qu'on est fini, alors qu'il nous reste encore 10 ans à bosser quand même. Avoir une démarche héroïste, donc retour sur investissement, j'investis quoi en temps, en argent, ça me rapporte quoi, et un accompagnement sur la stratégie, donc soit inbound ou outbound, soit faire venir les candidats à soi, soit parfois aller vers les candidats quand on n'est pas assez attractif. Je vous remercie, et si vous avez des questions, je suis tout oui. Première question au fond. Quelqu'un vous amène un micro. Merci, bonjour. Donc je suis chargée de mission, donc partie RH et vie associative pour l'UNAR, donc dans le secteur de l'aide à domicile associatif. Donc c'est vrai que là, sur la rémunération, bien sûr, pas de surprise, hein, surtout quand on sait, nous, nos rémunérations très limitées et très encadrées, donc peu de marge de manœuvre malheureusement là-dessus. Toutefois, j'ai mal compris quand même dans les études quand même où beaucoup d'infirmières notamment démissionnaient, quitte à renier énormément sur le salaire et quittaient donc le monde par exemple hospitalier pour être en libéral, sachant que les conditions de travail et conditions de rémunération ne sont pas meilleures, puisque ça veut dire plus de déplacements et une rémunération, le coût du pétrole qui n'est pas pris en charge, avec un statut moins bien parce qu'en libéral, avec la mutuelle, etc., c'est pas les mêmes avantages. Donc c'est vraiment les conditions, notamment suite au Covid, qu'est-ce qu'on apporte du coup aux bénéficiaires. Donc là, je ne vais pas parler de clients, aux usagers, aux bénéficiaires. Enfin, il me semble quand même, aussi avec la crise notamment sur les EHPAD, il me semblait quand même que c'est, même si la rémunération est de loin le premier critère, il me semblait quand même que dans notre secteur en particulier, ça reste important parce que ça reste quand même une vocation. Vous avez raison, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était un tout. Et le candidat, en fait, il y a plein de choses qu'il va prendre en considération. La rémunération, c'est le premier. Et si la rémunération n'est pas excessive, en fait, il va chercher à compenser avec les avantages ou l'équilibre vie pro, vie perso ou les trajets. Donc, en fait, c'est un tout et c'est une addition, entre guillemets. On va faire les plus et les moins. Et donc, parfois, je vais renier peut-être sur du salaire, mais pour gagner en confort parce que je travaille juste à côté de chez moi. Ou ça ne me dérange pas, je prenais l'exemple des métiers de l'hôtellerie-restauration, de gagner moins pour avoir plus de confort et avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso.
ou c'est juste parce que l'ambiance de travail ou la charge de travail est tellement insupportable que, honnêtement, et toutes les études le prouvent, hein, vous pouvez proposer 30% d'augmentation de salaire à ces fameuses infirmières, ça va calmer le jeu pendant quelques mois, mais après, on peut les payer 30 ou 50% de plus. Le salaire ne va pas compenser la pénibilité de leur métier, et donc il faut qu'elles trouvent autre chose qui soit plus en harmonie avec leur équilibre à elles, quoi. Voilà, donc c'est ça qu'il faut trouver, qui est difficile, qui n'est pas évident. Et en effet, sur tout un tas de métiers, notamment de services à la personne, économiquement, de toute façon, on ne peut pas augmenter les salaires de plus de temps parce que ça remet en cause le modèle économique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des débats en ce moment avec le ministère du Travail sur augmenter d'autres moyens, trouver d'autres moyens d'augmenter les salaires, notamment avec la participation aux bénéfices. Parce qu'en fait, quand on augmente trop les salaires, ça augmente l'inflation. En fait, ça ne s'arrête jamais. Parce que quand vous augmentez les salaires, ça augmente les prestations, ça augmente les coûts de production. Donc ça coûte plus cher encore d'acheter et ça ne s'arrête jamais, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Merci d'avoir posé la première déjà. Oui, bonjour, Annelise Brachet, la DMR Vendée. J'avais une question sur votre dispositif en 2 clics qui plaît beaucoup aux candidats et moins aux recruteurs. Et c'est quoi les raisons ? Les raisons, c'est que les recruteurs sont plus exigeants que les candidats. C'est-à-dire que pour les candidats, c'est nouveau et extrêmement rapide. Pour les recruteurs, ça nécessite aussi une autre façon de s'organiser, plus compliquée, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de travail à faire en amont, un peu comme je disais tout à l'heure pour la CVTech, il faut perdre du temps ou avoir la sensation de perdre du temps en amont. Et donc, il y a une espèce de contrainte, c'est de dire à l'avance, je vais mettre des plannings horaires pour recevoir des candidats. Voilà. Et on s'attend à recevoir que des candidats parfaits sur mesure. Ce qui n'est pas le cas, hein. C'est-à-dire qu'honnêtement, même avec des filtres, on va avoir peut-être la moitié des candidats qui ne correspondent pas finalement à ce qu'on recherche. Mais en tout cas, vous aurez une moitié de candidats qui correspondent à ce que vous recherchez dans les créneaux que vous avez dédiés. Donc en termes de gain de temps, c'est quand même efficace. Donc c'est le début du process. L'outil est plus en phase de test, mais on l'adapte encore. Donc honnêtement, on apprend aussi en le faisant. On devait le mettre en place plus tardivement et on l'a mis en place très vite parce qu'il y a une demande très forte avec le Covid. Mais c'est un moyen en tout cas de tester autre chose. Voilà. On n'a pas la science infuse, on ne fait pas tout parfaitement, loin de là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne bien et c'est une tendance qui va perdurer dans les années qui suivent. Oui. Est-ce qu'il y a des stats de différentes étapes le candidat postule, Merci. Les différentes étapes du recrutement, donc le candidat postule, puis l'entretien. Est-ce qu'il y a des stats sur le nombre d'offres en effet déposées et d'entretien, et quelle est cette stat ? Est-ce qu'elle est en augmentation, ou en clair, est-ce qu'on reçoit des candidats ou est-ce qu'on ne les reçoit pas, et si oui, pourquoi ? Par rapport à cet outil ou en global ? Au global, oui, on a des stats. Et d'ailleurs, quand vous êtes client sur Indeed, vous avez aussi accès à des analytics. Vous avez tout un tas de graphiques, donc vous pouvez voir par métier, par région, l'état des lieux du marché, les mots-clés tapés par les candidats, quels sont les principaux recruteurs. Et ensuite, on peut vous sortir des statistiques par secteur d'activité. Donc, on suit ça, on émet des rapports une fois par an. Mais une fois par an, aujourd'hui, c'est même compliqué parce que je vous disais tout à l'heure, le marché évolue très vite. Mais c'est des choses qu'on suit. C'est-à-dire quand on accompagne nos clients, on va regarder justement l'ensemble de ces statistiques au niveau global et vous comparer par rapport à ces stats. Donc, on va voir sur une offre d'emploi type d'un métier type combien de candidats cliquent en moyenne, quel est le taux de transformation entre le nombre de clics et le nombre de débuts de candidature, et mesurer votre performance par rapport à ça. Donc ça, on arrive à le voir. Ça fait partie des chiffres que j'ai montrés tout à l'heure et on suit les tendances pour voir s'il y a une augmentation du taux de clic, du taux de candidature, ou parfois une augmentation du taux de clic, une baisse des candidatures. Et en général, quand le delta n'est pas bon de transformation entre l'évolution du taux de clic et le taux de candidature, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est surtout la longueur des offres et le parcours candidat qui ne convient pas. C'est le plus dramatique en termes de taux de transfo, quoi. Une dernière question ? Toujours au fond. Alors, si vous avez d'autres questions après et que vous n'osez pas poser la question, vous pouvez nous rejoindre sur le stand. On a un stand qui est placé en G8. Oui, pour le double clic, en tout cas de donner des mots-clés par compétence, je me demande quand même pour nos candidats, surtout à aide à domicile, ça demande quand même du recul sur soi que, donc je dis elles parce qu'en grande majorité elles, n'ont pas forcément. C'est-à-dire que nous, dans les entretiens, on va chercher ces compétences justement. On leur demande leur parcours, est-ce que vous avez
déjà garder vos petits frères et sœurs, enfin voilà, concrètement. Et j'ai peur que en fait, on va plutôt se donner une barrière parce que ça donne quand même du recul, quand même, je pense. L'un n'empêche pas l'autre. Je disais que c'était une tendance de fond où les candidats tapaient de plus en plus de compétences. Sur certains métiers, ils sont extrêmement basiques. Si je suis femme de ménage ou que je fais de la garde d'enfants, je veux savoir quel type de famille, c'est quoi les horaires. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment s'adapter aux candidats. Donc qu'est-ce que recherchent les candidats, qu'est-ce qu'ils veulent savoir, et c'est ce qu'on doit trouver dans l'offre d'emploi pour, dans cette fameuse lecture en Z en 8 secondes, je comprenne très vite entre vous et 300 autres offres d'emploi potentiellement, même peut-être plus, j'ai tout de suite capté que le job pouvait me correspondre ou ne me correspondait pas. Et du coup, ça vous permet aussi d'avoir des candidats plus qualitatifs qui postulent en connaissance de cause. S'il y a trop de texte et que c'est noyé dans le texte, les infos essentielles ne sont pas vues. Merci à tous. Il y a une conférence avec le ministre juste à côté. Je crois qu'il attendait que je termine, alors on va y aller le voir. Merci.